Donc en fait, j'ai remplacé le titre de ma présentation par une série de diapos. Cette série de diapos pourrait avoir un titre qui serait vers l'Antarctique. Donc pour aller en Antarctique, faire des manips sur le terrain, ça commence pour les Français et pour les Australiens, ça commence à Hobart, en Tasmanie. Et ça a commencé à Hobart aussi pour les premiers explorateurs français. Donc ça, c'est l'Aurora Australis. C'est le navire australien dédié aux régions polaires. Enfin, aux régions polaires antarctiques, puisque les Australiens, c'est par convenance et par facilité, s'intéressent essentiellement à l'Antarctique. Donc pour eux, il n'y a qu'un pôle, c'est le sud. Voilà, donc pour aller en Antarctique, il faut traverser l'océan austral, c'est-à-dire traverser un océan difficile avec des vagues très hautes et une mer très dure. Et puis on arrive dans le froid, donc on sait qu'on va vers le pôle. Et donc si tout le monde sort comme ça alors qu'il neige dehors, c'est parce qu'ils voient leur premier iceberg. Alors, c'est la plus moche photo d'iceberg que je dois avoir. Elle n'est pas en noir et blanc, mais en fait elle est révélatrice de la réalité, c'est-à-dire que l'océan austral, c'est l'océan où il fait très mauvais. Donc la plupart du temps, en fait, si on voit des icebergs, on les voit dans ces conditions-là. Évidemment, tout le monde essaie de prendre des photos quand il fait beau, sauf pour le premier iceberg. Donc on s'approche encore du pôle, et là on arrive c'est proche de la station Casey, une station australienne. Et c'était intéressant parce que ce jour-là, il n'y avait pas de vent du tout, il faisait froid, donc la surface de la mer a gelé. Et donc là, on a une pellicule qui fait à peu près 1 centimètre ou un demi-centimètre. Et donc là, elle suit les remous du bateau. Et puis, ça finit par la briser. Donc on voit quelques brisures de cette prémisse de banquise. Voilà, de la banquise, avec un phoque pour nous donner l'échelle. La banquise, donc, pour lever quelques rappels, c'est la mer qui gèle, et donc c'est jamais très épais. Ça va faire, en Antarctique en particulier, parce qu'il y a très peu de banquises qui durent plusieurs années, donc ça va faire dans les 1,50 m, 2 mètres, rarement plus. Par contre, les icebergs, ils sont beaucoup plus gros. Il ne fait pas beaucoup meilleur, il est un tout petit peu plus beau. Ah, quand même, des fois, même par mauvais temps, on a des couleurs pas trop mal. C'est plus joli sur mon écran, je suis désolé. On finit par rencontrer les icebergs tabulaires. C'est des grands icebergs. C'est difficile de trouver l'échelle. Alors voilà l'échelle pour moi. C'est que le bateau est passé assez proche, donc il arrive à peu près là. Donc c'est le gros bateau que vous avez vu tout à l'heure, et il ne loge pas jusqu'à la fracture là-bas. Et voilà l'iceberg en vrai, donc avec le petit morceau ici. Donc un autre iceberg tabulaire, avec un petit coucher de soleil, un prix d'hélicoptère, toujours le même genre de taille, version Chantilly. Et voilà. Donc là, on arrive, et la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est comment ils ont fait pour la voir. Parce que ce qu'il y a à voir ici, pour un glaciologue, c'est ça. C'est-à-dire que ici, jusqu'à là, c'est la calotte polaire qu'on voit. Et au-dessus, c'est l'atmosphère, c'est des nuages. Et voilà. Je vous la refais. Vous la voyez? Voilà. Donc c'est difficile, parce qu'imaginez quelqu'un qui a parcouru les océans. On va à Hobart en 30 heures aujourd'hui en avion. On trouve ça trop long. À l'époque des premiers explorateurs, c'était déjà beaucoup de mois, voire des années. Et de là, ils partaient plus vers le sud, vers un monde qu'ils ne connaissaient pas. Donc en arrivant, après voir des icebergs et de la banquise,
dans un environnement où il fait si mauvais, comment ils ont pu avoir l'envie d'aller jusqu'au bout, jusqu'à toucher Terre? Probablement parce qu'ils ne sont pas glaciologues, je reviens, et que ce qu'ils ont vu, c'est pas la calotte, c'est la Terre. Mais bon, c'est pas parce qu'on voit une île qu'on voit un Eldorado. Et donc je pense qu'une partie de l'explication, enfin c'est pas moi qui le pense, c'est des historiens d'Antarctique qui le disent, qu'il y a plein de monde qui a finalement dû aller poser les pieds sur le continent antarctique, des pêcheurs, sans jamais le réaliser. Avant qu'il y ait des gens qui disent, ben voilà, c'est un continent. Ici, on voit la calotte polaire un peu mieux. Donc sur le haut, ça c'est la calotte polaire. Ici, c'est dans la baie de la Pritz Bay, c'est de la banquise. Donc vous voyez vachement le contraste entre la glace de la calotte polaire, la banquise, un iceberg ici au pied d'une île où j'étais stationné. Là, on voit un peu mieux quand même. Donc on voit la calotte polaire avec un glacier qui déboule dans la mer et la falaise de glace qui arrive sur la mer. Et toujours la banquise au bord. Ce qu'on voit aussi, c'est cette espèce de profil parabolique. Ça descend. Ça, c'est la caractéristique première de la calotte polaire. C'est qu'elle a une topographie. Elle est épaisse. Alors j'ai essayé d'en trouver des photos pour mettre en évidence qu'on voit la calotte polaire, mais j'ai eu du mal. Alors ici, c'est une petite calotte polaire qui s'appelle l'Odom. En fait, c'est comme si c'était une petite île, mais qui touche le continent, donc c'est une presqu'île sur laquelle on a une petite calotte polaire qui fait 15 km de diamètre environ. Peut-être plus, 15 km de rayon, pardon. Donc pareil, je vous ai mis un trait noir pour vous aider quand même. Et puis là, un deuxième pour montrer derrière, il y a la grosse calotte polaire. Voilà. Globalement, c'est quand même très plat. Les relations d'échelle entre l'horizontale et la verticale sont grandes. Ici, voilà une photo très démonstrative. On a la calotte polaire en arrière-plan et un glacier qui arrive et qui montre sa langue de glace ici. Cette langue de glace, pour vous donner l'échelle, puisque on n'a aucune idée avec la photo, elle fait une 10-15 km de la côte jusqu'à ici et 4-5 km de large. Et elle est brisée à la côte, ce qui fait que c'est en fait un énorme iceberg. C'est la langue de glace du glacier Polar Record. Voilà. Donc cette introduction me permet de vous montrer un peu ce que je veux vous présenter, c'est-à-dire la relation entre la science qu'on va faire en glaciologie en Antarctique et en même temps le fait que c'est une expérience d'homme qui découvre un milieu qui n'est pas habituel. Par bien des aspects, bien qu'on ait aujourd'hui les satellites et tout ça, il y a des choses élémentaires ici qui là-bas sont encore inconnues. Alors, on va passer donc un petit peu d'histoire. Enfin, je ne vais peut-être pas remonter si loin, ça c'est pour Laurent. Ça c'est donc juste pour montrer un peu l'évolution des connaissances en Antarctique. En jaune, c'est les endroits qui sont touchés par des gens à un moment donné. Donc chaque carte correspond à une époque. Donc là, on est dans le 19e siècle, moitié du 19e siècle, et on a des gens qui touchent le continent. Ils disent, voilà, je suis allé en Antarctique, éventuellement ils posent un drapeau et ils reviennent. Donc là, c'est de l'exploration pure. 1840, Dumont d'Urville arrive avec son bateau, là où il y a aujourd'hui la station Dumont d'Urville. Et puis, on continue avec cette exploration qui n'en est pas vraiment une, il n'y a pas de programme scientifique, il n'y a pas de systématisme des observations, jusqu'à
En gros, la première expédition significative, c'est Shackleton, 1808, qui essaye d'aller jusqu'au pôle sud, mais qui aussi fait des observations magnétiques, etc. À partir de là, il va se développer, notamment avec Mawson 1912-13, qui fait carrément le tour des observations scientifiques. On arrive en 57-58, avec toujours assez peu de choses, et l'année géophysique internationale, c'est là que je veux en venir, a été le moment où il y a eu un maximum d'observations en Antarctique. C'était le démarrage de beaucoup de choses. Beaucoup de pays ont commencé à avoir leur station là-bas. Ça a tellement bien marché que depuis 1957, il y a eu beaucoup moins d'observations de fait. D'où l'idée qu'il y ait une nouvelle année polaire internationale à partir de l'an prochain. J'y reviendrai à la fin. Donc depuis 1957, on avait quand même quelques observations de terrain, mais c'est quand même, pour étendre notre investigation, c'est les satellites qui ont commencé à nous donner beaucoup plus d'informations, avoir une vision globale du continent, Landsat en 1972. Donc pour information, l'échelle, 1000 km. Dumont-d'Urville, la station française, Domsé, la station franco-italienne, le lac de Vostok ici, on en a parlé avec Dominique Reynaud. Ici, la plateforme Amery, qui va m'intéresser pas mal, avec la station Davis où je suis allé, celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, à peu près. Donc dans le coin, la péninsule antarctique, qui est sensible, puisque plus au nord, très sensible au réchauffement, et très entourée d'océans aussi. Donc une autre idée, c'est qu'en 1983, on avait une topographie qui était faite à partir de mesures de terrain. C'est pas trop mal, il y a une bonne partie d'interpolation intelligente. Et puis si je prends un carré ici, voilà, après le lancement de ERS-1 en 91, on a pu faire des topographies avec l'altimètre qui sont beaucoup plus précises. Donc on voit que c'est tout lisse en 83 et on voit beaucoup plus de détails, avec ici par exemple le bassin de l'Astrolabe. Et puis on commence à voir plein de choses, de détails à la surface. Donc grâce à ERS-1 et ERS-2, on a des observations radar de plus en plus, avec différents systèmes, l'altimètre, le radiomètre, le diffusiomètre et le SAR. Je ne vais pas détailler là les fonctionnements. Voilà la topographie qu'on a obtenue après la phase géodésique de RS1. Donc on a une résolution de quasiment 2 km en horizontal. Et quand on fait la différence entre cette nouvelle carte et l'ancienne, on voit le saut, on est passé d'une estimation à 100 mètres près à une estimation à 1 mètre près. Donc pareil, on voit plein de choses. Là, c'est les plateformes de glace, c'est comme celle qu'on a vue tout à l'heure sur la photo. C'est-à-dire quand la glace arrive et flotte sur la mer. Donc on est beaucoup plus basse altitude, puisqu'on flotte. Un zoom sur ce lac de Vostok, donc. On était très fiers avec notre topographie géodésique, avec 1 mètre de précision. Et puis un étudiant allemand, Sven Römer, est arrivé un jour et m'a demandé s'il pouvait regarder sur Vostok. Donc on a regardé les données et il a fait ça. Donc là on voit le graphe qui donne la précision des topographies qu'on a pour différentes études qui ont été faites par différentes personnes. Toutes celles-là utilisent les mêmes données ERS1. Celles-là utilisent des données aéroportées, c'est-à-dire il y a un avion qui est allé spécialement sur le lac Vostok faire des mesures. Et puis Sven donc, a repris les mêmes mesures de RS1 et a amélioré le post-traitement, en étant beaucoup plus rigoureux sur le traitement des données, sur la sélection et aussi sur les corrections. Donc on est passé en gros de 1 mètre d'erreur, qui était le mieux qu'on pouvait faire, on pensait, à 50 cm.
Aujourd'hui, en travaillant bien et en regardant précisément les données, donc Fabien Brel, qui est ici, a fait la validation d'Envisat sur 4 ans de données. C'est pareil, l'échelle c'est moins 1 mètre plus 1 mètre ici, et on est toujours quelques points qui s'en vont, mais globalement on est toujours dans les 20-25 cm. Voilà. Donc la topographie, c'est quelque chose qui est révélateur du système climatique de l'Antarctique en fait. Donc, centré sur le pôle sud, on a une haute pression à haute altitude qui empêche un peu les dépressions de venir. Donc on a très peu d'humidité qui rentre dans le continent, d'autant plus qu'on est isolé par la banquise qui se répand en hiver. Donc l'océan est loin. Et fort de cette haute pression au centre, on a de l'air froid, très froid, puisqu'on est au pôle, qui va se mettre à dévaler la pente via le flux katabatique, en créant ces vents katabatiques, et qui va aller vers la côte. Donc il y a très peu d'accumulation à l'intérieur du continent. Il faut que je change de fichier. Bonjour. Voilà les précipitations. Donc tout ce qui est bleu, en gros, est plus sec que le Sahara. C'est-à-dire qu'il tombe très peu de neige. On a ces vents qui dévalent les pentes et qui emmènent la neige. Donc on a un gros transport de la neige par le vent. Le vent va modeler la neige à toutes les échelles. Donc ici on voit des rugosités créées par le vent à l'échelle d'1 centimètre, à l'échelle de quelques décimètres. Ça, c'est des photos que Fred Candodap avait pris à Domsé. Donc on voit pareil à l'échelle métrique. Et dans la même région, on voit des figures diverses et variées. Ce qui ne rend pas le problème très simple de comprendre comment se forment ces choses. Et surtout, là j'en ai pris ailleurs, c'est sur la plateforme Amaury. C'est pris d'avion. Donc je ne vous demande pas de deviner l'échelle. Voilà l'échelle. Fait 100 mètres. Donc ces dunes allongées qu'on appelle les sastrugi. Je vais prendre une autre photo. Voilà, qui est zoomée. Donc il y a le vent qui dévale et qui usine la surface de la neige. Donc c'est pratique quelque part puisque la rugosité nous dit comment souffle le vent. Aussi la rugosité est la principale chose que mesurent les radars. Vous avez vu ERS a 4 radars, ils sont tous influencés par la rugosité de surface, plus ou moins suivant l'instrument. Pascal Lacroix a fait une étude avec le radar pour essayer d'inverser les paramètres de cette surface. Donc il prétend, il est passionné par la rugosité, qu'on a des surfaces plus lisses là où c'est rouge et plus rugueuses là où c'est bleu. Bon, il a bien travaillé, c'est pas faux. Et dans le même temps, il arrive à mesurer la taille des grains de neige. C'est une autre forme de rugosité, mais beaucoup plus petite. Donc là, ça va de 0,3 à 1 mm en gros, la taille des grains de neige. Donc à l'intérieur, on a des plus gros grains. Avec le diffusiomètre, je ne vais pas détailler comment, mais on trouve l'orientation de meilleure rugosité. Donc on trouve l'orientation de la rugosité et donc l'orientation du vent. Avec le SAR, c'est un radar imageur. En 1997, on a eu la chance que le satellite RadarSat et son antenne réorientée pour observer spécialement l'Antarctique. On a eu une phase d'1 mois d'observation qui a permis de faire cette magnifique mosaïque.
un phénomène intéressant, c'est ça. C'est sur la mosaïque Radarsat, là, donc l'échelle 125 km. Et on voit ces ondulations, on se croirait à la plage, voir des choses qui font 5 cm de longueur d'onde, sauf que celles-là font 4-5 km de longueur d'onde et 100 mètres de long. 100 km. 100 mètres, c'est sur la plage. Massimo, pour revenir aux hommes, Massimo Frezzotti, de nos collègues italiens, intrigué par ces mégadunes, et qui allait justement faire un raid sur le terrain, a décidé de s'attaquer au problème sérieusement. Donc ici, on a une image c'est Radarsat, c'est la même mosaïque qui est en gris là, et il avait pris une image dans le proche infrarouge sur cette zone-là, avec, je ne sais plus quel, Landsat sans doute. Donc on voit les mégadunes ici, hein, et elles se prolongent comme ici sur Radarsat. Donc ce qu'on voit bien avec l'infrarouge, c'est qu'il y a vraiment une différence du type de glace. Donc ici un zoom, donc on a quasiment de la glace bleue et de la glace blanche. C'est-à-dire que d'habitude on s'attend à avoir de la neige, ici on est à assez haute altitude, donc les vents ne sont pas très violents. Et malgré tout, on voit de la surface comme si c'était glacé. Donc ils ont une traverse qui a fait ça, qui s'est promenée ici. Et donc ils ont fait tout un tas de mesures de GPS pour avoir la topographie le long de la traverse, à haute résolution, de vitesse d'écoulement. Et ils avaient surtout un radar qui leur permettait de regarder les couches internes de la neige. Ils ont fait des carottages, des mesures d'accumulation, etc. Et voilà le sketch auquel est arrivé Massimo. Donc l'idée, c'est qu'on a des ondulations naturelles dans la topographie et le vent dévale cette topographie. S'il a une orientation par rapport à la pente de la surface de la calotte polaire qui est favorable, il va se mettre à faire de l'érosion dès que c'est un peu pentu. Donc là où c'est pentu, ben, il mange un peu la surface. Et puis un peu plus loin, il va redéposer. Dès que ça redevient plat, ça lui casse son effet, il redépose. Mais ça veut dire aussi que ce phénomène de vent qui crée des dunes en surface doit être maintenu par la topographie de la surface. La topographie de la surface, elle, est maintenue par le fait que dans le socle rocheux, c'est-à-dire 2000 mètres plus bas, il y a une topographie qui perturbe l'écoulement de la glace. La glace s'écoule à 2 mètres par an. Donc c'est 4 mètres par an ici. Donc c'est pas très violent, mais suffisamment pour suivre ce socle rocheux, être perturbé, créer des anomalies en surface, que le vent va profiter de l'opportunité pour faire de l'érosion, de la déposition. Donc c'est un élément intéressant de voir que la topographie, qui donc n'a pas vu le climat depuis des centaines de milliers d'années, voire même des millions d'années, est en train d'influencer ce qui se passe climatiquement en surface. Voilà. Alors après, si on revient à la glace, voilà. Donc avec notre topographie précise, on peut mieux modéliser où est-ce que sont les fleuves de glace, la naissance des glaciers. Je vous ai parlé de 4 mètres par an d'écoulement, donc quand on est sur le continent. Et puis il y a les fleuves qui s'emballent. La vitesse passe de quelques mètres par an et peut aller à 150 mètres par an ici l'échelle, mais en fait sur les glaciers vraiment à la côte, ça monte beaucoup plus haut. On peut aller, pour Thwaites ici, on a enregistré des 3 km par an. Je vais vous montrer un des glaciers, le glacier Mertz qui se situe ici, qui m'intéresse beaucoup. Il a une langue de glace qui fait 130 km de long et 25 de large.
Donc c'est ce fleuve de glace qui déboule du continent et qui vient sur l'océan. Donc à partir d'ici, c'est la côte. Alors en noir, c'est le trait de côte qui était donné à peu près par des imageries anciennes. Et on voit la surface de la glace, on ne voit pas où est le trait de côte normalement. Et c'est là que l'interférométrie a fait faire un bond en avant dans la connaissance des conditions de l'écoulement ou dans la reconnaissance du trait de côte de l'Antarctique, qu'on ne connaît toujours pas. Donc je passe rapidement sur cette technique. Elle utilise le radar imageur pour faire des interférences entre plusieurs images à plusieurs temps donnés. Donc on peut profiter de l'effet stéréo entre plusieurs prises de vue ou de la déformation temporelle entre les deux prises de vue. Ça se traduit par des franges. Entre deux franges, on a un déplacement de 28 mm. Suivant la séparation orbitale des points de vue, on a une sensibilité topographique. Donc ici, c'est un interférogramme qui est très sensible à la topographie. Donc on a des franges qui ressemblent à des isolignes d'une topographie. Ici, on a très peu de topographie, on a encore beaucoup de franges, et on voit apparaître donc le glacier, le lit du glacier ici, qui accélère, accélère, accélère. Et ici, on atteint les 800 mètres par an, ici 1200 mètres par an. Plus d'augmentation après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une sensibilité de 28 mm par frange. Ça veut dire qu'on peut mesurer vraiment des déplacements tout petits. Donc là, on était chanceux, on avait beaucoup d'interférogrammes et on a pu faire des différences entre interférogrammes pour supprimer les effets de l'écoulement, supprimer les effets de la topographie et faire apparaître seulement les effets de la marée. Parce que la marée change entre chaque acquisition et fait monter ou descendre la glace. Donc c'est ces franges ici qu'on voit qui sont des franges de flexion de la marée. Donc c'est un signal de 30 cm ici qu'on a, résiduel de marée, mais qui nous permet, là pour sûr, de voir où la glace fléchit. Donc on voit le trait de côte qui est en rouge pointillé ici. Alors ça c'est vraiment fantastique au niveau des conditions limites parce que sur le schéma ici, on voit le sketch vraiment de ce qui se passe. On a la calotte qui est posée, qui va lentement, qui s'accélère quand ça devient un peu plus pentu et qui, dès qu'elle touche l'eau, se met à s'amincir et à s'étaler rapidement. Donc ça fixe la limite vraiment géographique de la côte. Sur la plateforme Amery, qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est là-bas que je suis allé faire des mesures de terrain. La station Davis se situe ici. Pardon. Voilà l'échelle, 750 km. Et on a identifié historiquement la plateforme par cette zone-là, en disant c'est une zone plate et la neige s'accumule ici. Et en amont, c'est le glacier, donc il y a plus de glace. Ça, c'est cool. En fait, quand on a appliqué l'interférométrie SAR, on s'est aperçu que le trait de côte, c'est ce qui est en rouge ici. C'est-à-dire que vous avez vu l'échelle, on a reculé de plus de 250 km entre ici et là. Et ça, c'est dans les années 90. Alors, donc on améliore le trait de côte grâce au satellite. Et quelque chose que le satellite ne sait pas faire, c'est de mesurer sous la glace. On saurait faire un satellite qui mesure jusqu'à la base de la glace, qui peut mesurer l'épaisseur de glace. Mais ce qu'on ne sait pas faire, on n'a toujours pas l'idée de comment le faire, c'est mesurer l'épaisseur d'eau sous la glace. Puisque là, ça flotte. C'est intéressant, notamment pour tout ce qui est étude océanique, interaction de la glace avec l'océan, savoir ça. Donc le seul moyen qu'on ait pour l'instant, c'est d'aller sur le terrain et de faire des sondages sismiques. Donc voilà un camp de terrain. Nous sommes allés. L'avion vient de décoller et voilà un panorama. Les images changent là, hein, je tourne sur 360 degrés. Voilà,
heureusement, il n'est pas parti avec la bouffe. Alors voilà le camp établi. Donc avec une tente par personne, on a notre petite cuisine et notre salon de jardin. Voilà les effets du vent, hein, qui transporte la neige toujours, qui donc a fermé l'entrée de ma tente. Et donc on va sur le terrain, ça c'est une antenne GPS, on fait des mesures GPS, des profils topographiques, c'est un gravimètre. Et là c'est donc l'expérience sismique avec des géophones, des capteurs, enfin des microphones en gros. Hein. On creuse des trous de 2 mètres de profondeur. Donc ça fait une petite carotte qu'au passage je mesurais la densité. Et on met un explosif dedans et on fait exploser. Donc avec les récepteurs, on voit la propagation de l'onde sonore qu'on a générée. Et on voit comme ça les réflexions à l'interface glace-eau, à l'interface au socle. Donc voilà, on a fait ça pendant 40 jours en 2003-2004, pendant 50 jours en 2005-2006. Il y a eu d'autres mesures à l'année intermédiaire et la précédente année. Donc on a amélioré comme ça, lentement, hein, une mesure ça prend 3 heures. On change, on bouge de 10 km, ça reprend 3 heures, donc on ne fait pas beaucoup de points même en 50 jours. Donc voilà ce qu'on avait avant l'ancienne bathymétrie, l'ancien trait de côte. Ici avec le nouveau trait de côte et une bathymétrie qu'on avait construite avec très peu de mesures. Et ici avec toutes les mesures. Donc ce qui est représenté en couleur, c'est pas la bathymétrie, si j'étais... pardon. C'est le résultat du modèle de marée, enfin du modèle qui calcule entre autres la marée, que fait tourner Claire Marly, qui est étudiante en thèse. Donc c'est les résultats de son modèle, comparés aux marégraphes qui sont dans la région, donnent, avec cette ancienne bathymétrie, 4,26 cm d'erreur sur la marée semi-diurne lunaire et 1,74 m sur celle qui est forte, l'onde principale dans la région. Donc le K1, elle a cartographié l'amplitude du K1 pour les 3 cas. Bref, avec la nouvelle bathymétrie et le trait de côte le plus précis qu'elle est à disposition, compilé par Ben Calton, un étudiant australien qui viendra nous visiter au printemps, on aboutit à des résultats bien meilleurs sur la modélisation de la marée. Donc voilà. Et il doit me rester... Un dernier projet sur lequel j'ai travaillé sur le terrain, qu'on appelle la Loose Tooth. Alors, c'est juste pour embêter les Français parce que c'est très dur à prononcer. Donc on a la station Davis, le campement où on a fait la sismique. On a rayonné toute cette zone-là pour faire de la sismique. Et la Loose Tooth, c'est au front de cette plateforme de glace. Si on fait un zoom, voilà. Donc ça ressemble effectivement à une dent. Et c'est des crevasses qui se propagent. Et en gros, on va avoir un futur iceberg de 26 par 26 km. Donc la manip ici, ça consiste, donc depuis 6e année en ce moment, à poser des récepteurs GPS pour suivre l'évolution de l'ouverture de cette énorme crevasse. Donc il y a l'océan au fond, on est d'hélicoptère ici, hein, et d'ici à l'océan ça fait 26 km, et la largeur de la crevasse ici fait 2 km. Voilà. Donc là on est en hélicoptère au-dessus de la crevasse. Donc toujours pas d'échelle, hein, désolé. Là, pour vous donner une échelle, on a à peu près 20 à 25 mètres de haut.
donc 150 mètres de large. Donc voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des crevasses qui arrivent des côtés. C'est une crevasse qui traverse la glace et des crevasses en travers. Une autre échelle pas simple, si on voit bien. Donc l'hélicoptère qui est en vol, hein, et ça c'est un pont de neige sur une crevasse. Donc c'est un endroit où on va avec des précautions quand même. Avant d'atterrir, on y regarde en 2 fois. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que donc ça fait à peu près, donc l'hélicoptère n'étant pas posé, ça fait 20 à 25 mètres de large et des kilomètres de long. Et il y en a partout, hein, on les voit là. Et on essaie de poser ces GPS entre. Enfin, ça c'est pas le problème. Le problème c'est que c'est crevassé et donc c'est une marque mécanique. Donc on installe un GPS avec panneau solaire, la batterie et voilà. D'autres systèmes où on fait juste l'observation sur un piquet qui est resté pendant l'hiver. Et voilà les héros. Qu'est-ce qu'on mesure? On mesure que l'ensemble de glace avance de 3,30 m par jour. L'ouverture de la crevasse principale progresse de quelques kilomètres par an. Et on prévoit un velage de cet immense iceberg dans les 5 prochaines années. Donc ces crevasses, c'était intriguant. Et avec Pascal, on s'est intéressé à ça. On a regardé ce que donnait l'altimètre là-dessus. Avec Envisat, on a un altimètre qui a 2 fréquences. En gros, une qui va pénétrer plus facilement dans la neige, a priori, et une qui va moins pénétrer. Donc quand on a une crevasse couverte par un pont de neige, ben on a une fréquence qui va plonger. C'est ce qui se passe. Donc la bande S, c'est celle qui pénètre le plus. Et on voit qu'il y a des endroits où, poum, elle descend quelques mètres en dessous de la bande cavie. Donc voilà. Pascal a bien regardé le problème, regardé les écho-radars, les formes des choses. Et on a de bons espoirs de pouvoir, peut-être pas avec le système Envisat, mais avec de futurs radars, mesurer l'épaisseur des ponts de neige de ces crevasses. Voilà. Et je vais finir avec ça. Donc vous avez vu un peu les types d'études qu'on fait. Donc je n'ai pas été exhaustif aujourd'hui, il n'y a pas de but démonstratif. Et donc je vais vous présente les 2 projets sur lesquels on est impliqué en Antarctique avec des manips sur le terrain pour l'année polaire, donc à partir de 2007. L'un, c'est donc ce glacier Mertz qui m'intrigue beaucoup, qu'on a déjà étudié, on a vu des choses intéressantes comme le couplage avec l'océan, les courants de marée qui poussent cette langue de glace chaque jour, etc. Et aussi ce qui est flagrant, c'est que, enfin flagrant, j'ai quand même mis un trait rouge pour le souligner, c'est qu'il y a une crevasse qui, depuis 3 ans, traverse complètement la langue de glace. Ça veut dire qu'elle est en train de se détacher. Et donc, on s'est dit que c'était une super opportunité à saisir, puisqu'on n'a jamais observé en temps réel, avec des moyens de mesure précis, le velage d'un grand iceberg. Donc il y a plusieurs intérêts à ça, c'est voir ce velage, comment ça se passe, à quelle échelle de temps, etc. Et aussi, c'est une grosse question scientifique actuelle, c'est une fois que le gros iceberg est parti, est-ce que la vitesse de l'écoulement en amont change ou pas? Parce que ça a un impact climatique énorme. Et c'est une question qui aujourd'hui est controversée parce qu'on n'a pas de moyens de mesure vraiment déterminants. Voilà, donc les étoiles, c'est des endroits où on veut mettre des GPS comme sur l'autre manip que je viens de vous montrer. Et le deuxième projet s'inclut dans un projet ambitieux de traverse, une traverse internationale sur ce segment-là piloté par Italiens, Français et Russes.
qui suivrait la ligne de partage des glaces, par analogie au partage des eaux. Donc c'est des endroits qui sont très reculés et qui de ce fait ont jamais été explorés quasiment. Donc il y a Domsée, la station, là on connaît. Talos Dome, il y a un carottage qui vient d'être fini, notamment par les Italiens. Et puis Vostok, le lac de Vostok ici, où il y avait la station russe. Donc toutes les étoiles ici, c'est des endroits où j'espère potentiellement mettre des réflecteurs SAR qui nous permettraient de caler les images SAR et améliorer la précision des mesures de déformation par interférométrie. L'enjeu n'est pas banal, ça permet de voir des déformations lentes, c'est-à-dire là, on était à 1,2 km par an sur le glacier, ou 3,30 mètres par jour sur un autre. Ici, on est à 10 cm par an. Donc on descend d'un ordre de grandeur. Donc on a besoin d'aller caler ça, de faire des mesures GPS précises pour voir nos points de calage. Et après, on peut utiliser ces points brillants sur les images SAR, qui sont quand même pas très contrastés, pour arriver à mesurer ces déformations précisément. Voilà, je vous remercie.